355. Créativité. Podcast de Chanel. Créativité. Creativity. Chanel à l'opéra. Chanel à l'opéra. 355. Bienvenue aux sessions 355 Créativité Chanel à l'opéra. Je m'appelle Virginie Mouza, je suis journaliste et écrivain. Et aujourd'hui, je suis votre hôte pour cette nouvelle série de podcasts. Prolongeant les affinités artistiques de sa fondatrice Gabrielle Chanel, qui aimait à s'entourer des artistes de son époque, la maison Chanel s'associe pour la 2e année consécutive au gala d'ouverture de la saison de danse de l'Opéra national de Paris, célébrant ainsi ses liens vivants et éternels avec la danse. Dans cette série, nous allons réunir quelques-uns des artistes de cette rentrée. Ils sont metteurs en scène, chorégraphes, scénographes, danseuses ou sopranos. Ensemble, nous allons parler de l'opéra, bien sûr, mais aussi de la relation au ballet, de leur parcours, mais aussi de leur créativité. Creativity. Avant de vous parler de mon invité, je voudrais vous parler de l'endroit où on enregistre. On est dans le grand foyer de l'Opéra de Paris. Le plafond culmine à peu près à 20 mètres de haut. On est entouré de bronze doré, de sculptures. C'est typique du décor Napoléon III et c'est assez impressionnant, je dois dire. Je reçois à présent Priti Yende. Elle est une des sopranos les plus réputées de la planète. Elle a excellé dans le bel canto avant d'accéder au rang de diva grâce à Rossini. Cette saison, la Sud-Africaine s'attaque à un des Everest de l'art lyrique, la Traviata, mise en scène par Simon Stone. Bonjour. Mademoiselle Priti Yende. Merci de me recevoir, je suis ravie de vous parler. Ma première question est très simple. Qu'est-ce que ça fait à une chanteuse d'opéra de chanter la Traviata ? Je pense qu'il s'agit d'un ensemble d'émotions. Pour commencer, c'est comme des montagnes russes. Un rêve devenu réalité, évidemment, pour moi, car cela figure sur la liste de mes envies depuis que j'ai entamé mon parcours. J'ai toujours su qu'arriverait le jour où je chanterais Violetta quelque part. Et il se trouve que les circonstances idéales étaient réunies, me permettant de la chanter à l'endroit précis où se déroule l'action, au sein de cet opéra historique et glorieux. Bien entendu, à part ça, il y a toute la préparation que j'ai entreprise en préparant le rôle, en me préparant psychologiquement, émotionnellement et vocalement. Est-ce que c'est plus difficile qu'un autre opéra ? Tout à fait, car chaque opéra a ses propres écueils, si je puis dire. Parce que son compositeur demande des choses différentes et c'est ce qui les distingue des autres. Et vous n'avez qu'un seul instrument vocal et vous travaillez votre technique pour pouvoir toujours, d'une manière ou d'une autre, honorer ce que le compositeur requiert. Et bien sûr, Violetta est mon premier rôle signé Verdi. Donc c'est complètement différent du répertoire que je faisais avant. Donc dans un sens, cela nécessite beaucoup plus de préparation en termes de compréhension de comment mes capacités vocales réagissent à Verdi. J'ai plusieurs personnes qui m'ont aidé à me préparer. On vous a déjà proposé de chanter la Traviata et vous avez refusé 5 fois auparavant. Pourquoi ? Plus de 5 fois. En gros, c'est parce que je pense qu'il s'agit d'un rôle spécial pour moi et que je l'aime vraiment beaucoup et je crois que c'est un de ces rôles qui m'accompagnera longtemps dans ma carrière. Mais aussi, j'en apprécie toute la complexité. C'est un des rôles les plus difficiles de Verdi ou des partitions de soprano du répertoire. Et en tant que jeune chanteuse, car je suis encore jeune, même si j'ai une carrière incroyable, j'avance avec prudence car je dois protéger mon instrument et ne pas jouer des rôles trop grands, trop tôt ou trop attendre puis être moins spontané que ce que je suis actuellement. J'ai donc eu la sensation que c'était le moment idéal pour faire mes premiers pas dans ce superbe rôle. Nous avons parlé du rôle, parlons maintenant du personnage. Comment décririez-vous Violetta ? Eh bien, c'est une des femmes les plus incroyables de son histoire, de son époque. Elle a vraiment défini ce qu'être une femme indépendante signifiait. Vivre selon ses règles et choisir comment elle voulait vivre sa vie. Mais plus encore, elle respirait une légèreté malgré sa vie écourtée.
Une certaine grâce, une élégance se dégageait d'elle. Et c'était une femme très très forte, dont j'admire tous les traits de caractère si merveilleux. Le metteur en scène Simon Stone a transformé Violetta en une influenceuse du XXIe siècle, une star des réseaux sociaux qui vit de son image. Vous vous reconnaissez en cette femme ? Oui et non, car ma manière d'utiliser mes réseaux est assez différente de comment le personnage utilise sa plateforme. Je ne l'utilise pas pour me promouvoir. J'ai beaucoup de chance car je l'utilise pour me connecter à mon public. J'arrive à rencontrer des personnes extraordinaires qui suivent mon Pretty parcours. Je les appelle l'armée Pretty, ceux qui s'inspirent de mes posts. C'est une plateforme qui m'a beaucoup soutenue au tout début, quand j'ai fait le voyage d'Afrique du Sud à Milan, quand j'avais besoin de sources d'inspiration pour m'encourager. Et j'ai donc commencé à partager mes citations via mes réseaux sociaux. Et les gens m'ont écrit et dit que vous ne vous rendez pas compte, mais je traverse une période difficile et grâce à votre citation, je peux faire ce qu'il faut maintenant. Donc finalement, cela a assaini mon utilisation de ma plateforme que j'utilise et m'a aidé à créer du lien. Mais Violetta dans l'opéra, peut-on dire qu'elle est une nouvelle Kim Kardashian ? Oui, je pense, oui, complètement. Car sa vie extravagante et la manière dont on dresse son portrait dans l'opéra en fait une personnalité publique iconique. Où qu'elle aille, la ville entière retient son souffle. Elle respire le charme, elle est magnifique. Elle est tout ce qu'on envie en termes d'image quand on est plus jeune. Violetta est donc une star d'Internet, disons-le comme ça. Mais elle est avant tout une Parisienne typique. Quelle est votre relation avec Paris ? J'adore cette ville. C'est incroyable d'être ici, et ce depuis la toute première fois que je suis venue. À quel moment ? C'était juste avant que je débute à Bastille dans le Barbier de Séville. J'avais un récital au préalable. En fait, je venais de remporter une compétition précédemment, et c'est la toute première raison qui m'a menée à Paris. J'étais encore étudiante à l'Académie de la Scala, et j'ai été invitée à participer à la compétition Bellini-Belcanto à Puteaux. Oui, ce n'est pas à Paris, mais c'est là où Bellini traînait. Et donc, c'était la toute première chose qui m'a amenée à Paris. Et une fois que j'étais dans la ville, j'en suis tombée amoureuse. En gros, c'est aussi la langue et le lien avec le public qui m'ont vraiment surpris. Et cela dès le premier contact. Ça a réellement été formidable. Et je suis ravie de faire partie d'une si merveilleuse expérience. Trouvez-vous les Parisiennes jolies ? Bien sûr. Jolies. Parlons maintenant de diversité. J'aimerais en parler avec vous parce que l'opéra et la diversité ne fonctionnent pas encore bien ensemble jusqu'à présent. Mais peut-être qu'à travers vous et ce que vous représentez, ce sujet peut bénéficier d'une nouvelle voix. Vous en pensez quoi ? Je crois qu'il a été difficile de faire preuve de diversité et d'inclusion, quel que soit le genre ou l'art, même en tant que race humaine. Mais je crois que l'opéra essaie vraiment de casser les codes. Car si vous regardez les rôles que j'ai joués et qui m'ont été confiés, c'est profondément remarquable que les différents opéras aient été assez ouverts pour regarder au-delà de la couleur de peau et aussi croire en mon talent. Et dans ce sens, quand les gens me regardent, ils se disent « si elle peut le faire, cela veut dire que moi aussi ». Et donc, je n'ai pas l'impression de contribuer au fait de briser les barrières. C'est quelque chose que je tiens beaucoup à honorer en espérant contribuer d'une manière ou d'une autre au changement. Donc vous pensez que cela ouvrira plus de portes à des chanteurs noirs ? Tout à fait. Et pas seulement aux chanteurs noirs, mais à tous ceux qui ont un don. Car les dons se présentent à nous sous toutes formes, tailles et couleurs. Et comme le monde est immense, nous avons beaucoup de richesses et celles-ci n'appartiennent pas à une seule couleur. À ce propos, vous avez récemment introduit une référence zoulou lors d'un opéra de Donizetti, c'est ça ? Yes. Quelles ont été les réactions ?
Oui, c'était une surprise, une totale surprise, surtout pour mon public à New York. Ils n'étaient pas sûrs d'avoir entendu du zoulou. Et à la maison, tout le monde m'a dit « Oh mon Dieu, mais comment as-tu fait pour pouvoir faire ça ?» Et c'était de la pure improvisation par rapport à la structure proposée par la production. C'était très libre en termes d'improvisation et il y avait un passage de l'opéra sans partition. Et donc, je devais inventer quelque chose. Et lors d'une répétition, j'ai parlé zoulou et le metteur en scène a aimé. Et voilà comment tout a commencé. En parlant d'improvisation, vous disiez qu'hier soir, il y a eu un problème technique pendant la représentation de la Traviata. Et vous avez dû donc improviser. Comment ça s'est passé? Dans le troisième acte, vous savez, il y a le plateau tournant sur lequel se trouvent les LED, qui diffusent les images de la vie du spectacle au-delà de ce qu'a écrit Verdi et de l'histoire que nous connaissons. Et donc à chaque fois, le plateau tourne. Et hier, il n'a pas fait la bonne rotation juste avant mon aria dans le troisième acte. J'ai entendu un très grand bruit. Ça m'a déstabilisée et je ne savais pas s'il fallait que je fasse mon entrée ou pas. J'ai regardé dans les coulisses et tout le monde était paniqué et j'ai regardé le chef d'orchestre et lui continuait. Et je me suis dit, ok, je vais me rapprocher de lui car il y avait beaucoup de bruit et ça n'était pas évident d'entendre la note. Et donc nous avons continué et j'ai dû créer une scène qui raconte quelque chose sans mise en scène. Et j'ai dû suivre la musique, être à l'écoute de son émotion. Et j'ai réussi à créer une scène que je n'avais jamais jouée. Ce n'était pas prévu, donc je suivais véritablement la musique. Et donc c'était assez choquant pour moi, car je ne sais pas quoi faire dans ces cas-là. Je n'étais pas sûre de moi. Allait-il s'arrêter ou monter sur scène? Et si on s'arrêtait, allait-il réparer le problème ou pas? Et donc c'était assez choquant et j'étais très heureuse d'avoir l'expérience de l'Afrique du Sud par rapport au travail de personnage. Et j'adore jouer, donc la plupart du temps, je ne fais jamais exactement la même chose sur scène. Donc ça se crée dans le moment présent. Et donc hier, il a fallu être dans l'instant et se relier à la vérité. Et parmi le public, certaines personnes ne se sont même pas rendues compte qu'il y avait un problème. Et c'était très encourageant de savoir qu'ils n'avaient même pas remarqué que je traversais un moment particulièrement difficile où ça passe ou ça casse, car le spectacle aurait pu s'arrêter, mais j'ai continué. That was like a make or break because the show would have stopped. And I continued. Formidable. Seulement vous pouviez y arriver. Certains, la plupart en réalité ont continué, car à partir de là, l'acte entier ne s'est plus déroulé comme prévu. Donc nous avons carrément créé un autre spectacle. Et heureusement, avec mes collègues, il y avait des moments durant lesquels nous pouvions nous demander « Qu'est-ce que je fais ?» Et je répondais « Je ne sais pas ». Et ils suggéraient « Restons ici, finissons cet acte et montons sur scène à tel ou tel moment ». C'était assez déstabilisant, mais très excitant. Du spectacle vivant. Pour revenir à votre carrière et votre histoire, vous êtes sud-africaine, vous avez grandi pendant l'apartheid. Quels souvenirs gardez-vous de cette période? Je n'en ai pas. J'ai eu beaucoup de chance car je viens d'une petite ville et ces petites villes n'étaient pas autant exposées à ce qui se déroulait dans les grandes villes. Et je peux vraiment remercier mes parents pour cela car ils ont fait tout leur possible pour me préserver des injustices du monde et pour m'apprendre que je n'étais pas différente des autres. Donc je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait dans le monde. Et je peux vraiment les remercier car cela m'a préparée à ma vie actuelle. Car en tant que citoyenne du monde, on se sent souvent différente. Et vous devez toujours vous sentir humaine. Et donc, heureusement, j'ai été préservée. Y a-t-il un opéra ou une chanson qui parle de ce sujet que vous aimeriez chanter? Not really, but... pas vraiment, mais mon chemin en tant que chanteuse a commencé auprès de ma grand-mère qui m'apprenait des chansons. Et c'est un des souvenirs auxquels je reviens continuellement tant la musique a fait partie de mon éducation. Elle m'apprenait cette chanson à chaque fois que nous allions à l'église et je m'en souviens très bien. C'était quelque chose comme...
hlengiwe nomusa nothando, limnandi limnandi ingcwele, hlengiwe 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 ngegazi lemvana, hlengiwe 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 sengaba umntwana. Je ne me suis pas échauffée, j'ai chanté hier, mais c'est un souvenir que je garde proche de moi, car c'est à ce moment-là que la musique s'est gravée dans mon cœur. Et toutes ces grand-mères qui m'entendaient chanter quand j'avais 5 ans ont prophétisé qu'un jour je chanterais ça. Aujourd'hui, tu chantes dans cette boîte à chaussures, mais un jour, tu chanteras pour des millions de gens. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, mais maintenant, si. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ce moment. Étiez-vous exposé au répertoire classique européen à ce moment-là dans votre famille? Rien du tout avant 2001, quand j'ai enfin entendu la pub pour British Airways. Je ne connaissais rien à la musique classique. Pouvez-vous en parler? Est-ce que c'était une révélation? Ça a été une totale révélation, car je chantais déjà chez moi et j'étais habituée à tout type de musique. Et je regardais des films, mais je ne me souviens pas avoir entendu de son classique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il s'agissait réellement de la puissance de la voix humaine, entendre ces deux voix comme ça. Reprenons. Qu'est-ce que c'était? C'était une publicité? C'était une publicité de British Airways. J'étais chez moi en 2001 et nous regardions la télé. Il y a eu cette pub et ils utilisaient le duo Lakmé. Ce duo de fleurs m'a fait découvrir l'opéra. À l'époque, je ne savais pas que c'était humainement possible. Alors je suis allée voir mon prof de lycée le lendemain et je lui ai dit que j'avais entendu quelque chose comme ça et de quoi s'agissait-il. Et il m'a dit que ça s'appelait l'opéra. Et je lui ai demandé de m'apprendre car quelque part, je savais que si ma grand-mère m'avait appris à chanter et qu'on me montrait comment faire, j'y arriverais. Voilà à quel point j'étais déterminée et sûre de moi plus jeune. Et regardez où j'en suis maintenant. À propos de votre grand-mère, on parle de transmission. Pensez-vous à enseigner, ou peut-être vous le faites déjà, à des jeunes élèves de l'opéra? Enseigner, mais d'une manière différente, très humaine. Pas tant sur l'aspect formel vocal. Je crois que mon histoire est comme un livre que les gens perçoivent comme une inspiration pour se dire qu'aucun rêve n'est impossible. J'échoue devant tout le monde et je réessaie et je n'abandonne jamais. Mon ascension s'est faite principalement sur la scène internationale et j'ai dû avoir le courage d'accepter de ne jamais être dans un espace confortable pour faire quelque chose de difficile. Et pour ça, j'ai dû me rappeler que je ne faisais pas ça que pour moi, mais parce que quelqu'un quelque part me regarde et s'en inspire pour sa propre vie. Donc j'espère qu'à l'avenir, quand je me sentirai prête, je serai capable de partager ma technique vocale et d'autres choses de ce genre-là. Est-ce qu'on peut dire, puisque je sais que vous aimez Nina Simone et Ella Fitzgerald, quels sont des maîtres pour vous? Tout le monde est un maître pour moi. Ma mère, ma grand-mère était ma première idole. Notre singularité en tant qu'être humain est extraordinaire. Le fait que nous soyons des déclencheurs les uns pour les autres, apprenant les uns des autres. J'apprends auprès des plus grands talents et des moins talentueux, car j'existe en chacun d'eux et eux existent en moi. Donc dans un sens, c'est sans véritable limite. Je sais que vous priez beaucoup. Vous dites que votre voix est un don de Dieu. Est-ce que la beauté a quelque chose à voir avec Dieu? Ça a tout à voir, parce que la vie est un don. C'est dommage que nous nous rendions compte, quand les choses vont mal, que la vie est un cadeau. Le fait même de respirer sans problème, de cligner des yeux sans douleur ou de marcher, c'est un don, ça n'est pas un hasard. Est-ce que vous êtes tenté de chanter quelque chose de plus proche de la culture noire ?
comme du gospel ou du jazz? Avant, oui, je chantais du gospel à l'église. Mais quand j'ai commencé la technique vocale, ça m'a éloignée en quelque sorte de ce genre de musique, car ce sont des techniques différentes et je ne pouvais pas faire les deux. Et donc mon rêve de poursuivre ces deux carrières ne s'est jamais réalisé, donc je me suis concentrée sur l'opéra. Mais peut-être qu'un jour vous retournerez au gospel ou au jazz professionnellement, de façon professionnelle? Non, pas vraiment. Je dédie ma vie à ceci parce que mon instrument me dit que je peux suivre ce chemin. Je suis spectatrice de ma croissance que j'ai hâte de découvrir jusqu'à ce que je me dise « Maintenant ça suffit, je veux une autre vie ». Puisque nous sommes ici à l'opéra, je dois vous demander quelque chose. Quand est-ce que vous avez dansé pour la dernière fois? Eh bien, j'ai dansé hier. La deuxième représentation s'est tellement mieux passée que la première, peut-être parce que l'idée d'accoucher de cette représentation initiale était tellement intimidante. Mais la deuxième représentation, j'étais beaucoup plus détendue et je me suis retrouvée en train de danser par-ci, par-là. Magnifique. Est-ce que vous rêvez sur la musique, par exemple? Parfois, pas toujours, mais parfois. Quel héros, réel ou imaginaire, aimeriez-vous rencontrer? Eh bien, j'aurais adoré rencontrer Maria Callas, car elle a été une de mes plus grandes inspirations en tant qu'artiste-interprète. Par rapport à comment on raconte une histoire sans rien déplacer à part sa voix. C'est une de mes plus grandes sources d'admiration et ça aurait été merveilleux de l'avoir travaillée et d'être inspirée par sa corporalité et par elle, littéralement. Que lui diriez-vous? Je lui demanderai comment elle fait pour croire que ses choix artistiques vont toucher les gens. Mais je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça. Quand vous pensez à une carrière telle que celle de Maria Callas, quel grand objectif aimeriez-vous encore accomplir? Grandir, car j'aime à penser que le parcours tout entier, le hashtag Parcours Pretty, a été inspiré par l'apprentissage et la découverte. Je n'ai jamais cessé d'apprendre et j'ai hâte de continuer à évoluer et de continuer à apprendre et à découvrir de nouvelles choses à propos de ma voix. J'évolue en tant qu'être humain aussi. Quel est votre état d'esprit, là, maintenant? La paix. La paix et la gratitude, car cette première devait être la première la plus stressante de ma carrière. Et c'est surprenant, mais ça a été la plus inspirante. Et cela grâce à mes incroyables collègues qui m'ont accompagnée et à l'incroyable énergie de Simon Stone lors de chaque répétition. La liberté de ne pas avoir peur d'essayer et de sentir qu'on ne peut pas se tromper. Et donc, dans un sens, cela a rendu ma première pour Violetta plus atteignable. Je n'ai pas été obligée d'imaginer quelqu'un d'autre. Il m'a donné le courage de regarder en moi et de ressentir ce que je ressentais pour elle au lieu d'attendre qu'il m'indique l'origine de la sensation. C'était véritablement inspirant. J'ai beaucoup de gratitude. J'ai entendu que vous parliez un peu français. Oui, juste un petit peu. Alors on peut se dire au revoir en français? Au revoir. Au revoir. Au revoir. I was thinking of something else. Thank you so much, Pretty Yende. Thank you. Merci à vous. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Creativity.